on n'est pas acteur de son propre soin, il n'y a rien qui se passe en fait. On perd des gens qu'on aime, on n'a pas le choix que de s'autosuffire. En fait, je crois que je suis en train de répondre plutôt à la question qui arrive après, non? Mais c'est pas grave. Non, ne t'occupe de rien. Ça, c'est mon problème. Ah non. Ah, t'as lu les biscuits. Oui, voilà, tu as c'est ça, lu les biscuits. j'aurais pas dû. Non, il fallait pas. Bonjour Marine et Marina. On l'a pas fait exprès, hein, Marine et Marina. Bienvenue dans Sorority. C'est l'émission Aesio Mutuel qui libère la parole des femmes. Et vous êtes là aujourd'hui pour un aspect un petit peu particulier dans les maladies chroniques. C'est la relation à l'autre. Aimer, être aimé, ça c'est des choses qui vous parlent et vous avez pas mal d'anecdotes, de conseils et de témoignages à nous livrer là-dessus. Je vous explique un peu le principe de l'émission. Sorority, il y a un jeu de mots avec le thé. Donc, on va pouvoir déguster du thé et des petits gâteaux. Des petits gâteaux, comme vous allez le voir, sur lesquels il y a écrit des phrases, des mots qui vont, selon vos envies, vos inspirations, vous donner la parole. Jusque-là, c'est bon? Okay, alors, Marine et Marina, j'ai envie presque de vous laisser vous présenter l'une l'autre, parce que moi, je vous connais. On a déjà fait les podcasts maladies chroniques ensemble, sur Aesio Mutuel, sur les plateformes, ils sont encore disponibles. Pas mal d'écoute d'ailleurs, on est assez contente. Et on voulait peut-être vous faire interagir ensemble. Qui a envie de commencer? Peut-être Marine? Pourquoi pas? Donc, je m'appelle Marine, j'ai 43 ans. J'ai un petit garçon qui a 9 ans et je vis dans une famille recomposée où on est 5. Voilà, j'ai des troubles bipolaires pour ma part qui ont été diagnostiqués il y a maintenant 10 ans je suis sous traitement pour avoir une vie la plus stabilisée possible. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour échanger sur les troubles bipolaires et surtout la vie au quotidien avec ces troubles-là. Parce que ça impacte le couple. Exactement. Forcément. Et toi Marina? Alors, moi j'ai 39 ans, j'habite avec mon compagnon et je suis responsable marketing. Pour ma part, moi je suis ici plutôt pour le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, donc, dont on a déjà parlé, comme tu as dit. Et effectivement, ça impacte la vie avec le compagnon et la vie avec même les amis, la famille, les relations en général, voilà, toute la vie relationnelle, on va dire. Tout est impacté. Tout est impacté. On se fait un petit choix de thé. Je vous laisse regarder, il y a de tout. Merci. Avec théine, sans théine, pour les énerver, pour les relax. Il y en a vraiment pour tout le monde. Vous voulez du sucre? Non, merci. Pas de sucre. Par contre, vous allez me prendre un petit gâteau. Vous n'êtes pas obligé de le manger, mais ils sont très bons. Hein, ils sont vraiment très bons. Mais vous allez commencer par un petit gâteau. Ok. Marine, oui. Un petit biscuit. Bien sûr. Alors, tu vas nous lire ce qu'il y a écrit dessus, puis ça t'inspire. Comment le dire à l'autre? Alors, pour moi, ça a toujours été une évidence. Une évidence de le dire à l'autre et de le dire à l'autre dans un temps suffisamment restreint pour qu'il puisse avoir le choix de partir ou pas. Ah. C'était pour moi la moindre des choses, le moindre des respects, on va dire, par rapport à ce que j'avais comme maladie, donc les troubles bipolaires, et de le lui dire pas trop vite non plus en attendant de voir si des sentiments pouvaient se manifester entre nous, mais pas trop tard non plus pour qu'il soit, entre guillemets, piégé par ses sentiments sans pouvoir partir. Donc voilà. Et c'est quoi le bon équilibre? Le bon équilibre, moi je dirais 2-3 mois, c'est bien. 3 mois. 3 mois, une période d'essai, quoi. Voilà, une petite période d'essai. Et voilà, et quand on sent que le couple commence à se solidifier avec des attentes communes, etc., peut-être partager, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime, donc le dire trop vite pour que ça se finisse très vite aussi, je voyais pas forcément l'intérêt. Mais par contre, le dire avant que ça embraye vers vraiment quelque chose de sérieux, je trouvais que c'était voilà, le moindre des respects pour l'autre, pour qu'il puisse vraiment avoir le choix de
en pleine conscience finalement de rester ou de partir parce que peut-être il n'aurait pas les épaules ou qu'il aurait peur ou voilà, ce genre de choses, et amener à une discussion avant que les choses continuent ou pas. Et que l'attachement vienne s'imbriquer là-dedans. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu en penses? On le dit, on le dit pas, on le dit quand? Oui, alors oui, on le dit, clairement, parce que de toute façon, ça impacte la vie quotidienne, donc oui. Après, je me suis pas fait une idée de me dire faut le dire à tel moment, où j'avais pas voilà. C'est vrai que naturellement dans la relation, on va dire que oui, je suis assez d'accord avec toi sur peut-être les 2-3 mois, c'est un bon timing, on va dire. Mais après, si la discussion elle arrive parce que par d'autres biais, je sais pas, ça arrive plus vite que prévu, ça peut venir aussi. Oui, il y a pas, et ça, il y a pas de problème. Moi, au contraire, j'ai envie de dire, voilà, j'ai rien à cacher par rapport à ça. Et si ça fait fuir entre guillemets, quelque part, tant mieux. Ça fait du tri. Voilà, exactement. Donc oui, bien sûr, il faut le dire, et assez rapidement. Je pense que en fait, il y a aussi la peur que l'autre s'en aille. Par rapport à la manière dont il va recevoir le diagnostic, par exemple. Il peut prendre peur face à l'inconnu ou face à, si ça fait écho à des expériences passées qui se sont mal passées. Ou à des préjugés. Ou à des préjugés, oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est avec... en avançant dans la vie, qu'on arrive aussi à le dire de manière beaucoup plus spontanée, comme si ça faisait partie de nous, comme si c'était, voilà, c'est comme ça, donc on t'en parle. Alors que plus jeune, c'est peut-être beaucoup plus difficile d'en parler. C'est vrai, ouais. Je pense que quand tu es plus jeune, effectivement, tu as plus cette peur aussi de faire partir l'autre. Et finalement, après, avec le temps, c'est tant mieux, c'est le test en fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai. Marina, un petit biscuit parce que tu les as pas goûtés encore. Oui, je commence à avoir faim. Alors, super. Oui, tu le lis avant de le manger. Oui, j'ai très envie de le lire. Donc, la vie sexuelle dans tout ça. Et la vie sexuelle dans tout ça. Alors, tu nous disais tout à l'heure, tu as du bol, tu n'as pas particulièrement de douleur. J'ai du bol, c'est horrible de devoir dire ça. Mais c'est vrai que quand on a des douleurs intimes, forcément, ça impacte la relation de couple. Oui, non, mais très, très certainement, enfin, je comprends. Oui, moi, j'ai pas de souci de douleur, donc déjà, ça, c'est très bien. Après... par rapport à la vie sexuelle, comment le SOPK va impacter, en fait, on a souvent en tout cas c'est mon cas, des taux de testostérone très élevés, naturellement, on va dire. Donc si on n'est pas sous traitement, si on n'est pas sous pilule ou si on ne gère pas ces symptômes. T'es sous traitement, toi? Alors moi, je suis sous pilule, ouais. Mais après c'est une longue histoire, mais j'ai été sous pilule pendant très longtemps, puis j'ai arrêté à un certain moment et j'ai repris parce que c'est pas facile à gérer sans pilule, honnêtement. Donc j'ai réussi pendant quelques années à gérer sans pilule avec l'alimentation, avec ce que je disais, donc beaucoup de sport, des compléments alimentaires, etc. Et puis à un moment dans ma vie, j'ai eu pas mal de stress et les symptômes sont revenus, j'ai eu du mal à un peu plus gérer, donc je suis retournée sous pilule. On parle de pilule contraceptive. Oui. Donc pour en revenir à la vie sexuelle, donc effectivement quand on a plus ou moins d'androgènes et donc plus ou moins de testostérone notamment et donc plus ou moins de désir, oui ça peut impacter. Je sais qu'il y a des femmes SOPK, c'est l'inverse, elles ont pas de désir, pas de libido. Moi si j'ai pas de traitement, rien naturellement, c'est le contraire. Mais il n'y a pas de, avec mon compagnon, tout se passe très bien et j'ai pas j'allais dire de pression ou quoi, non, mais de toute façon je l'accepterai pas. Peut-être c'est lui qui a de la pression finalement. Je sais pas, peut-être. Faudra lui poser la question. Mais non, je pense qu'on est bien synchronisés et j'ai de la chance pour ça. Au moins, ça c'est pas un symptôme qui m'embarrasse. Donc cette maladie, elle vient pas trop impacter ta vie sexuelle. Ouais, non, ça. Elle reste en dehors. Ouais. Bon, ça j'ai un peu de chance, ouais. Et toi, Marine?
J'ai de la chance parce que c'est vrai que les antidépresseurs sont parfois facteurs de baisse de désir. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là et je pense que je représente pas un fort pourcentage de personnes. Toujours est-il que ce qui va affecter ma vie sexuelle, ça va être les périodes de dépression, du coup. Là, forcément, comme tout à chacun, quand ça va pas, c'est pas la première envie que j'ai. Par contre, quand je suis en hypomanie, là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intense où, oui, où j'ai envie de mon conjoint tout le temps et c'est lui qui va me dire Marine, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. mais voilà, donc on en rit encore une fois plus qu'autre chose. Et ça s'équilibre très bien comme ça et on n'a pas du tout de soucis en fait de ce côté-là. Donc ouais, mais c'est une chance parce que moi aussi, je pense que s'il y a un truc que j'aurais pas du tout accepté, et je pense que ça aurait été ça, parce que je trouve que c'est tellement important dans un couple de pouvoir se retrouver charnellement parlant que si j'avais eu des problèmes avec ma sexualité, ouais, j'aurais été profondément malheureuse. Ouais. Je vais vous proposer une petite transition pâtissière. Marine ? Merci. Alors, dis-nous tout. Alors, la vie de famille, on oublie. Pas vraiment ton cas, hein. Ouais. Pas vraiment mon cas. Pas vraiment mon cas, mais je me suis quand même posé la question pendant un moment. Alors, la première raison pour laquelle je voulais pas d'enfant, c'était la manière dont tournait le monde. Voilà, avec mes angoisses, le sentiment d'injustice, ce que je ne voulais certainement pas imposer à mon enfant. Et puis finalement, malgré les troubles bipolaires, je me suis lancée dans l'aventure maternité. Mais par contre, je me suis vraiment entourée. C'est-à-dire que mon médecin traitant, ma psychologue et ma psychiatre étaient en lien. Ils ont tout fait pour border ma grossesse. En faisant même un courrier à l'hôpital pour que je puisse avoir une chambre seule, pour que ce soit prévu que je puisse rester 10 jours au cas où il y aurait des compensations au postpartum ou ce genre de choses, ou comment dire, délire psychotique, etc. etc. J'ai eu de la chance parce que j'ai rien vécu de tout ça, mais 10 jours quand même, c'était pas de trop par rapport à cet accouchement qui normalement m'aurait fait rentrer sous 48 ou 72 heures, je sais même plus. Ça, tu le conseilles aussi aux autres femmes souffrant de bipolarité, de prendre ce temps-là? Ouais, quand pareil, j'ai fait des posts sur mon compte Instagram par rapport à ça pour vraiment communiquer sur le fait que plus la grossesse et la maternité sont bordées par des professionnels qui sont présents, etc. Ou en tout cas par des possibilités d'aller voir tel ou tel professionnel. C'est vraiment une sécurité. Elles avaient tellement échangé entre elles, finalement, ma psychologue, ma médecin traitant, ma psychiatre, que j'ai même, après avoir accouché, une personne de l'antenne enfant et maternité de Rennes qui est venue me rendre visite à l'hôpital pour me dire, voilà, on fait partie de l'hôpital psychiatrique, on vient vous dire que la porte est ouverte de 0 à 3 ans si vous avez besoin. Et effectivement, on a dû aller 2 ou 3 fois pour faire un point dans les moments où c'était difficile. Et j'avais un petit bonhomme qui ne dormait, mais que très très peu. J'étais épuisée, notamment par rapport au fait que le sommeil soit un pilier de la stabilité, hein, déjà dans la vie normale, mais alors dans la bipolarité, qui dit pas de sommeil dit décompensation, hein, dans un sens ou dans l'autre. J'ai eu droit à pareil, mon médecin traitant, ma psychiatre se sont mis en lien pour faire en sorte que j'ai des personnes de l'ADMR qui viennent garder mon petit pour que je puisse dormir. Donc j'avais vraiment mis toutes les opportunités de mon côté pour que ça se passe bien. Et ce qu'il faut savoir, et comme de plus en plus dans la maladie, je crois que si on n'est pas acteur de sa maladie, si on n'est pas acteur de son propre soin, il n'y a rien qui se passe en fait. Si vous n'allez pas chercher à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, si vous sollicitez pas les gens, il n'y a rien qui se met en place pour vous. Et c'est là où il y a encore une fois une injustice, c'est-à-dire que les gens qui
qui n'ont pas, qui n'osent pas, eh ben, ne sont pas correctement pris en charge. Et pour la maternité, c'est pareil en fait. Donc il faut vraiment pas hésiter à se mettre en lien le plus intimement possible avec son médecin traitant, son psychiatre, faire en sorte que les uns s'alimentent des autres pour pouvoir. T'as créé un réseau autour de toi, quoi. Oui, oui, complètement un réseau de soutien. Et c'est 3 femmes pour le coup. Et voilà. Et moi, je me sens du coup en sécurité au milieu de ces 3 professionnels-là, ouais. Marina, toi, la question de la famille, c'est justement une non-question pour le moment ou... Oui, une non-question dans la mesure où je n'ai pas de projet aujourd'hui de projet de maternité. Après, la famille au sens large, donc mes parents, mes sœurs, mes proches. Oui, effectivement, le SOPK va avoir un impact avec tous les symptômes, mais un peu comme avec mon compagnon, dans une moindre mesure, on peut dire. Et en fait, je crois que je suis en train de répondre plutôt à la question qui arrive après, non? Mais c'est pas grave. Non, ne t'occupe de rien. Ça, c'est mon problème. Okay. Ah non. Ah, t'as lu les biscuits. Oui, voilà, c'est ça. Je fallait pas. Je suis désolée. Et du coup, il n'y a que la moitié de la question, là. C'est compliqué de... Oui, c'était la vie de famille. On oublie, pour l'interrogation. Alors, non, on n'oublie pas nécessairement, heureusement. Mais c'est vrai qu'avec le SOPK, c'est la première cause d'infertilité. Voilà, donc, oui, mais ça ne veut pas forcément ça ne veut pas dire stérilité, clairement. On peut tomber enceinte, on peut avoir des enfants, c'est complètement possible, ça arrive avec certaines difficultés, plus ou moins selon les femmes, selon le profil un peu SOPK de la personne, mais c'est pas impossible. Donc oui, on peut tout à fait avoir des enfants. Dans mon cas, la question se pose pas aujourd'hui. Faudra qu'elle se pose assez vite, mais en tout cas, elle se pose pas aujourd'hui. Mais non, j'oublie pas la famille, non. Marina, est-ce que tu nous reprendrais un petit biscuit? C'est super. C'est le premier. Sa sexualité encore? Non, ça arrête avec la sexualité. C'est bon, c'est passé. Tu l'as mangé d'ailleurs? Bah oui, j'ai mangé. Voilà. Il a disparu. Voilà. Les proches et les sorties. Bah oui, donc ça me parle pas mal. Effectivement. Tu disais que ton chéri était casanier. Exactement. Mais moi aussi, hein. Donc ça c'est très bien. Heureusement, ça aurait été un peu compliqué sinon. Oui, alors ça peut, par rapport au SOPK, effectivement, je parlais de l'alimentation. Et j'y reviens parce que c'est vraiment hyper important. Mais quand on est dans la vie en société, avec les amis, on sort, etc. C'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en considération quand on va dans les restaurants ou quand on va dans les soirées, de faire les apéros avec les chips, les apéros. Mais voilà, c'est ça. Et je me rappelle très bien une anecdote. Il y a pas mal de temps, c'était il y a longtemps, mais pour dire à quel point certaines personnes ou certains amis vraiment comprennent les choses quand on leur explique. Je me rappelle une amie qui avait fait un petit apéro anniversaire dans un bar, et donc c'est chips à gogo, etc., les cocktails ultra sucrés, tout ce que tu veux, et elle avait ramené des tomates cerises, des baby carottes, etc. Elle m'a dit regarde, j'ai acheté ça spécialement pour toi. Mais c'est trop gentil, mais merci en fait. Mais oui, clairement, faut faire accepter, faut faire comprendre que on mange pas exactement de la même manière, même si alors ça peut toujours être un peu en mode t'es au régime, mais je suis pas au régime en fait, c'est mon mode d'alimentation qui est comme ça et qui doit être comme ça, mais au quotidien, quoi. Voilà, c'est une hygiène de vie. T'as peur d'être perçue comme une casse-pied? Oui, ouais, non mais clairement. Même déjà, typiquement, et c'est pas spécifique au SOPK, mais je bois très peu d'alcool, c'est très rare. Et j'en buvais plus quand j'étais plus jeune parce que t'es avec les copains, et c'est un peu tout le monde boit de l'alcool, et si tu bois pas de l'alcool, c'est tout de suite on te pose plein de questions. Ah mais pourquoi? Mais t'es bizarre. Maintenant je m'en fous. Enfin avec l'âge, je pense on s'en fout de beaucoup de choses et on fait plus attention. Et voilà. Mais oui, clairement, même sur le choix des restos, parfois quand on est plusieurs et que les gens ont envie d'aller un petit fast-food, un petit truc, non c'est mort. On va pas au fast-food, clairement pas. Et une personne qui a le SOPK peut aller au fast-food de temps en temps. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, c'est aussi un choix.
Donc oui, clairement, il y a un impact avec les proches et des discussions à avoir par rapport à ça. Après, sur les sorties, moi, il y a quand même un moment, quand j'étais plus jeune et que j'étais pas encore tout à fait diagnostiquée, enfin, j'étais pas diagnostiquée, et que j'ai eu pas mal de symptômes. Moi, mon symptôme principal que j'avais, en tout cas qui se voyait, c'était vraiment l'acné. Et j'avais une vingtaine d'années, en tout cas pour moi, je considérais que j'avais le visage ravagé par l'acné, peut-être que j'exagère, mais voilà, je le ressentais comme ça. Et clairement, à 20 ans, on a envie de sortir peut-être pas tous les soirs, mais voilà, beaucoup le week-end, etc. Et je m'empêchais de sortir parce que je voulais pas qu'on me voit comme ça, parce que sortir, ça voulait dire se faire mettre plein de make-up et tout, et j'en avais pas envie. Ou enfin voilà, je savais que c'était aussi affronter le regard des gens, que j'ai déjà eu des commentaires, pas directement envers moi, mais les gens pensent qu'on les entend pas en fait. Où j'étais dans le métro et j'entends des femmes parler de la pauvre, tout l'acné qu'elle a, etc. Mais en fait, je vous entends, les gens. Et voilà, juste ne dis rien, s'il te plaît. Enfin, c'est déjà compliqué. Je le sais que j'ai de l'acné. T'es pas obligé de le pointer du doigt. Enfin, donc oui, il y a des choses comme ça qui font que finalement, on reste chez soi et c'est un peu dommage quand on est jeune, notamment. Et heureusement, on a des proches quand même qui peuvent être compréhensifs. Et ça permet aussi de faire un peu le tri, aussi bien comme on parlait de la vie amoureuse, mais c'est pareil avec les amis, en fait, ceux qui comprennent pas. Et finalement, il y a un tri presque naturel qui se fait. Voilà, et puis il faut savoir se choisir en premier, quoi. Exactement. Oui, exactement. C'est vrai que sortir, alors pareil, avant d'être diagnostiquée, avant d'avoir des médicaments, je suis énormément sortie. À Rennes, bon, c'est réputé pour qu'on soit des bons fêtards et je faisais partie. Et pareil, à boire beaucoup d'alcool, à sortir jusqu'à pas d'heure, travailler en même temps, avoir un emploi étudiant, faire les études en même temps, enfin c'est le rythme. On a presque tous le même, entre 18 et 21 ans, on va dire. Puis quand j'ai pris mes premiers médicaments, les antidépresseurs, plus d'alcool, donc j'ai commencé à arrêter de boire, en fait. Enfin, je buvais plus du tout. Mais tu continues à sortir. Je continue à sortir. Alors évidemment, l'enthousiasme était pas forcément le même, en tout cas au bout d'une certaine heure tardive. Et puis au bout d'un moment, voilà, le tri commence à se faire et puis on devient de plus en plus casanière et à être de moins en moins entourée. Et en fait, aujourd'hui, avec mon conjoint, il est assez casanier, lui aussi. On n'est pas des grands fêtards et on sort pas beaucoup. On aime bien être avec les enfants, on aime bien être tous les deux. Et autant lui a plein d'amis, il fait du sport, etc. Autant moi, autant dire que il y a plus personne qui m'entoure réellement. C'est la bipolarité qui a fait le tri. La bipolarité a fait le tri complètement. Mes valeurs aussi de droiture, etc., qui ont été bafouées d'une certaine façon. Et puis aussi, une de mes amies, quand je lui ai dit que j'étais diagnostiquée autiste, elle m'a dit je ne peux pas te suivre sur ce terrain-là. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Ça faisait 25 ans qu'on était amis et j'ai plus de nouvelles. Donc, on perd des gens qu'on aime. On n'a pas le choix que de s'autosuffire, en fait. Parce que... je sais pas. Je sais pas, en fait. Je crois que peut-être les gens n'ont pas envie, des fois, de s'embêter avec ce genre de vie. Peut-être que des fois, ils ont l'impression qu'on est trop égocentrique, à peut-être trop se plaindre. Alors, je ne suis pas trop du genre à me plaindre pourtant, mais j'imagine que par rapport à quelqu'un qui a une vie complètement ordinaire, peut-être que ça fait déjà trop. Je ne sais pas trop. Puis les gens, il y a de l'incompréhension, il y a de l'égoïsme aussi de la part des gens, de pas vouloir se faire suer avec ce qui les concerne pas. Et puis, c'est du coup, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sors pas.
J'ai très très peu d'amis. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était pas lié au fait que ça soit le sujet de la santé mentale? Est-ce que tu crois pas que ça peut faire peur? Alors chez Si moi, tu souffrais d'autre chose? Ouais, bien sûr, tu as raison. C'est-à-dire que avant l'autisme, c'était les troubles bipolaires, donc c'était la psychiatrie. Donc qui dit psychiatrie dit folie. Ça fait encore peur. Et ça fait encore peur. Et toute la médiatisation qu'il y a autour des meurtres, etc., avec les gens qui sont schizophrènes ou bipolaires, fait que parfois on passe pour des personnes dangereuses, des personnes instables. Alors oui, on est instable d'un point de vue des humeurs, pas du point de vue de nos valeurs ou voilà. Donc et puis on est beaucoup plus dangereux pour nous que pour les gens qui nous entourent. Le taux de passage à l'acte dans la bipolarité, c'est quelque chose d'énorme. Il y a presque 1 sur 2, je crois, qui fait une tentative de suicide. Parce qu'il y a des fois, on est tellement submergé par cette envie de passage à l'acte que nous, notre quotidien, ça va être de résister en fait. Ça va être de résister à se faire du mal pour abréger tout ça. Et je pense que c'est peut-être pas supportable aussi par certaines personnes. Est-ce qu'on dégage une forme de différence mais c'est la folie, je pense. Il faut avoir la force aussi, je pense. Enfin, si je prends un peu l'autre côté, quoi, la force justement d'être à côté d'une personne, de pas savoir comment l'aider ou de se dire, bah, en fait, je me protège moi parce que ça va me prendre trop d'énergie ou je vais pas savoir gérer. Je pense aussi. Ça peut être je t'aime tellement. Je t'aime tellement que mon amour pour toi va faire en sorte que je vais tellement m'inquiéter pour toi que c'est invivable pour moi. Ouais. Donc je préfère prendre du recul et sortir de ta vie parce que moi-même je ne vais pas supporter cette prise avec le monde de la maladie, le monde de la psychiatrie, le monde médical, etc. Je pense que ça peut se comprendre, malheureusement. Enfin, je préférerais avoir mes amis autour de moi et je préférerais faire des choses avec elles, tout ça. Et heureusement, j'en ai quand même quelques-uns ou quelques-unes, mais je pense qu'effectivement, on peut pas... Enfin, si on veut garder des amis, en tout cas, des vrais amis, je pense qu'on peut leur parler de la maladie, mais je pense qu'on peut pas leur en parler trop, en fait. Parce que sinon, les gens s'éloignent. Et je pense que les gens qui restent sont très très rares en fait. Est-ce que tu as envie d'un dernier biscuit? Encore? Ils sont bons à vous. Oui. Alors, donc, j'arrête pas de vous parler d'alimentation et tu me gaves de gâteau, mais bon, c'est pas... Je suis désolée. Donc, les réseaux pour rester connectés. Point d'interrogation. Et j'apprécie connecter et eux. Oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé, donc c'était quand j'avais une vingtaine d'années, donc il y a presque 20 ans, que j'ai commencé à avoir des symptômes. Je ne savais pas du tout ce que j'avais à l'époque. Puis très vite, j'ai été mise sous pilule. Voilà. Donc vraiment, j'ai été dans l'ignorance de ma maladie pendant très longtemps. Et quand j'ai commencé à m'inquiéter de mes symptômes, etc., j'ai pas été beaucoup aidée par les médecins, mais aussi parce que à cette époque-là, on parlait peu du SOPK. Et finalement, je me suis beaucoup tournée vers Internet, les blogs, les réseaux également. Et c'est comme ça que j'ai pu finalement presque faire mon autodiagnostic. C'est pas très bien de dire ça, mais c'est un peu... Après, je l'ai fait confirmer, bien sûr, après. Hein, mais, et à l'époque, on n'en parlait pas. Il y avait quasiment peu de prise de parole par des médecins ou même des, on va dire, influenceuses françaises, et tout venait vraiment soit de l'Australie, soit des États-Unis, du Canada, donc tout en anglais, et où là j'ai trouvé beaucoup de soutien finalement, enfin de personnes qui expliquaient, qui donnaient des conseils. Alors j'essayais de prendre ça quand même avec un peu faut prendre quand même de la distance et du recul. Parce que c'est pas nécessairement des personnes, enfin c'est pas forcément des médecins ou des gens formés, mais c'est quand même une expérience de vie et donc des femmes qui partageaient
oui, leur expérience et comment elles avaient réussi à maîtriser un peu leur SOPK, maîtriser leurs symptômes. Et finalement, ça m'a donné énormément d'informations. C'est ce qui m'a donné le plus d'informations, en vrai. Même si derrière, bien sûr, j'étais suivie par des médecins. Mais dans un premier temps, c'était pas tout à fait le cas. Mais c'est ça qui m'a donné justement l'impulsion de me dire, mais il faut vraiment que je challenge et c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, faut vraiment prendre en main sa santé soi-même, parce que personne ne le fera pour vous. Et donc, si on sait que quelque chose va pas et que le médecin fait rien, ou aller voir un autre médecin, voilà, faut vraiment trouver un accompagnement qui nous convienne. Parce que le risque, c'est justement de trop tomber dans le côté, je rejette la médecine parce que la médecine ne m'aide pas, et de tomber trop dans ce côté. Tu connais le réseau. site deuxièmeavis.fr ? Non. Justement, ça te permet, c'est une plateforme qui, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, en 7 jours, tu as un expert qui vient te donner son avis à lui. Et ça permet des fois de prendre les bonnes décisions, de confirmer un diagnostic ou pas. Et Aesio Mutuel est partenaire de cette plateforme-là. Ah, ok. Souvent, ça peut aider. À l'époque, ça t'aurait peut-être aidé. Oui, peut-être, ouais. Mais c'est vrai que encore, je parle de ça, c'était vraiment il y a presque 20 ans. Donc le SOPK, on en parlait vraiment peu, quoi. C'était, oui, t'as un dérèglement hormonal, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, mais c'est classique, on va dire. Prends la pilule et puis voilà, ça ira bien. Et toi, Marine, par contre, tu restes hyper connectée. Autant tu disais autour de moi, j'ai quelques copines, mais c'est assez restreint. C'est ça. Par contre, sur les réseaux, tu es bien entourée. Ouais, quand j'ai été donc mise en invalidité suite à mon 4e licenciement, évidemment eu égard à mes troubles bipolaires, même s'ils n'étaient pas forcément clairement identifiés par mes directions, mais ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui était différent. Du coup, harcèlement moral, arrêt de travail, phase dépressive forcément et licenciement. Donc 4 fois même schéma. Et là vraiment, j'arrive à un stade où j'en peux plus, où j'ai travaillé pendant 15 ans. Alors c'est peu par rapport à une vie lambda, mais pour moi c'est déjà suffisant. Et du coup, donc je passe en invalidité, puis je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? Parce que regarder Netflix, c'est une chose, dormir et faire des siestes, c'en est une autre, mais il va aussi falloir quand même que, intellectuellement parlant, je fasse quand même quelque chose de ma vie. Et comme j'ai la chance d'avoir une pension d'invalidité, qui est minime, mais qui est là, je me suis dit que finalement, ce que moi j'avais envie de faire, c'était... j'ai déjà travaillé dans le handicap pendant 8 ans, puisque j'étais responsable de service éducatif dans le domaine du handicap. Donc j'ai travaillé dans l'autisme, dans la bipolarité, dans la schizophrénie, etc. Un monde dans lequel je me sens à ma place, en fait. Et je me suis dit que j'aimerais bien continuer et du coup sensibiliser parce que j'adore la pédagogie, parce que j'ai monté des formations quand j'étais en poste sur l'autisme en l'occurrence, etc. Et j'ai regardé sur Insta et j'ai donc créé mon compte sur une base très éducative, très psycho-éducative, puisque j'ai aussi contribué à la construction de 2 programmes de psychoéducation. Donc pour moi, il y avait quelque chose de continu par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et puis j'ai j'ai appelé le comptoir des humeurs parce que avec mes parents, quand on était petite, on allait souvent boire des cafés au bar. Et j'avais cette notion de comptoir et d'entendre les personnes raconter leur vie, etc. Et du coup, j'ai appelé mon compte le comptoir des humeurs pour cette envie d'échanger. Et donc, j'ai fait mon contenu et petit à petit, j'ai mis en place des visios gratuites. Et donc, j'ai déjà échangé avec au moins 350 personnes qui reviennent des fois pour échanger. Donc, je prends des notes, pas du tout comme une psychologue, pas du tout comme une psychiatre que je ne suis absolument pas, mais plus comme quelqu'un qui a la même maladie et avec qui on peut discuter. Et voilà, pour moi, parler, c'est déjà aller mieux.
Et c'était vraiment ce que je voulais mettre en avant au travers de mon compte. Donc voilà, donc on parle de la maladie et aussi des dossiers MDPH. Voilà, j'accompagne aussi les personnes sur la rédaction de leur dossier MDPH, parce que c'est quelque chose d'assez fastidieux, quitte parfois même à reformuler certaines choses, etc. Enfin, voilà, tout un travail de sensibilisation, de partage. Voilà, j'avais besoin d'être utile aussi, je crois. On sait qu'au niveau psy, tu es bien accompagnée, tu es bien entourée. Marina, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand on souffre d'une maladie chronique, on peut avoir des moments au moins bien. Avoir un soutien psychologique, pas forcément psychiatrique, mais au moins psychologique, ça peut aider. On n'y pense pas souvent quand on parle de SOPK, il n'y a pas de lien direct. Je sais que l'assurance maladie a mis en place mon soutien psy. Aesio Mutuelle rembourse les consultations chez des psychologues, ce qui n'est pas le cas partout. Est-ce que toi, tu as déjà eu recours à ce genre de service-là? Alors non, mais effectivement, tu as raison vraiment de le souligner. Moi, alors dans ton discours, par moment, je me retrouvais sur. Alors bien sûr, c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que ça me faisait penser, tu sais, un peu les humeurs selon le cycle féminin. Et ça, c'est quelque chose qui m'impacte pas mal pour le coup. Et effectivement, hein, il y a des jours où, mais je le sais parce que c'est cyclique pour le coup. Donc je sais quand je vais être, je peux anticiper. Je sais quand est-ce que je vais être bien, je sais quand je vais être pas bien. Et puis encore une fois, je sais que c'est dû aux hormones, donc je sais ça va passer, ça va aller. Mais sur l'accompagnement psy. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais j'aurais pas de réticence à le faire si j'en ressentais le besoin. À aujourd'hui, honnêtement, ça va. Enfin, je sens pas que j'en ai besoin, mais oui, complètement. Je pense qu'il y a des femmes qui en auraient plus besoin, voilà, selon encore une fois. Il faut pas s'arrêter pour une raison de budget, puisqu'on sait que maintenant, voilà, il y a un vrai soutien. Ouais, c'est vrai. Oui. On peut en bénéficier sans forcément. Oui, non, c'est important de que faire. Ça grève le budget familial. Bah, c'est dommage hein, de s'empêcher d'y aller pour ça, c'est sûr. Exactement. Merci beaucoup à Marine et Marina. Vraiment, là, j'ai trouvé plaisir. La perle, là, sans faire exprès. Merci pour vos témoignages, pour tous les conseils qui, j'espère, vont pouvoir servir à toutes les femmes qui souffrent d'une maladie chronique. Parce qu'en parler, c'est hyper important. C'est comme ça que la parole se libère. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous souhaite vraiment le meilleur à l'une comme l'autre pour la suite. Merci à toi. Allez, salut. Salut.